Salut les compagnons, aujourd'hui on se retrouve avec Aurélien Sollet qui est président de l'entreprise SEV-IDF et je vais le laisser se présenter, il va vous expliquer un peu l'entreprise, comment il en est arrivé là et ce qu'il pense du monde de l'étanchéité et l'avenir de l'étanchéité en France. Bonjour Aurélien. Bonjour. Alors je t'en prie, présente-toi. Donc Aurélien Sollet, j'ai 35 ans, j'ai créé ma boîte il y a une dizaine d'années. J'ai commencé dans l'étanchéité en passant par un BTS en alternance, dans lequel j'ai fait un peu mes armes en dessin et puis après en maîtrise, devis, et puis je me suis mis dans la conduite de travaux il y a 15 ans maintenant. Okay. Pendant 5 ans, j'ai fait un peu de conduite de travaux, j'ai vu un peu ce que c'était que le monde de l'étanchéité, comment fonctionnait la conduite dans une entreprise de bâtiment. Et puis au bout de 5 ans, je me suis dit que le monde parisien me convenait assez peu dans la construction parce qu'on passait de la grande majorité de notre temps à sous-traiter nos travaux. D'accord. On perdait un peu la compétence interne de ce qu'était le métier de l'étanchéité, puis les différents métiers d'ailleurs de la façade, etc. Et moi, ça me gênait parce que je venais d'une entreprise de Bretagne dans laquelle tous nos compagnons étaient internes à l'entreprise, maîtrisaient la technique. Okay. Ils avaient une vraie valeur travail et production, compétences, techniques, des choses qu'on avait du mal à retrouver chez des sous-traitants parce que la vision d'un sous-traitant, c'est de gagner de l'argent, ce qui est assez logique. Par contre, des fois, c'est de gagner de l'argent vite. Et moi, c'était pas... Au détriment peut-être de... Tout à fait, au détriment du résultat, de la technique. Moi, c'était pas ma vision, donc j'ai fait une proposition de création de filiale à une entreprise de Bretagne qui appartenait à mon père. On a créé la filiale ensemble il y a donc maintenant 10 ans. Je me suis racheté au bout de 3 mois parce qu'il a vendu son entreprise à un gros groupe. D'accord. Et à partir de là, on a créé SEV. Donc j'avais créé avec un associé dont je me suis séparé assez rapidement pour diverses raisons. Et j'ai développé l'entreprise. Donc on a commencé petit à petit en faisant des appels d'offres publics, etc. On a développé en rentrant d'abord quelques collaborateurs. Et aujourd'hui, on représente à peu près 5 millions de chiffre d'affaires. On est une quarantaine de collaborateurs répartis entre les bureaux où il y a une douzaine de personnes et 28 compagnons sur le chantier qui sont tous formés régulièrement, qui connaissent parfaitement la technique et sur laquelle on met un point d'honneur à réaliser ça dans les règles de l'art, voire un peu plus, parce qu'on s'est donné quelques règles complémentaires. D'accord. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'entreprise, elle a 10 ans. À 10 ans. Donc tu fais donc de la couverture, du bardage, mais nous aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est surtout la partie étanchéité. Ouais. Alors du coup j'aimerais bien que tu nous expliques justement qu'est-ce que ça veut dire l'étanchéité en fait d'un bâtiment et j'aimerais aussi que tu nous dises un peu comment tu vois l'avenir en fait, de ce secteur d'activité. Ouais. Alors l'étanchéité en fait c'est assez vaste, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'étanchéité c'est pas juste l'étanchéité des tuyaux par exemple, l'étanchéité des toits, voilà, il y a tout un bâtiment doit être entièrement étanche, que ce soit en toiture, en façade, en fondation, des fois en parking. Nous, on va traiter une partie bien spécifique de l'étanchéité, c'est tout ce qui va être étanchéité de toiture plate, qui va à l'inverse des toitures en pente, sur lesquelles on a de la couverture tuile, ardoise, zinc, en métallique, qu'on va appeler plutôt couverture traditionnelle. D'accord, donc là c'est vraiment la pente par exemple qui va vraiment drainer l'eau et qui va faire cette étanchéité un peu, notamment dans les maisons. On va beaucoup voir dans les maisons individuelles, c'est là que je voulais en venir. Nous, on va plutôt faire les toitures plates, qu'on va voir beaucoup sur des écoles, sur des constructions d'immeubles, des choses comme ça. Alors, je pense que une bonne partie des toitures plates se sont démocratisées quand on a commencé à construire des grandes tours, parce qu'effectivement, c'était beaucoup plus facile d'aller couvrir à plat que d'aller mettre des toitures en pente sur des très hautes tours. Alors aujourd'hui, ça a été notre métier, il a beaucoup changé au fil des ans parce qu'au début, le seul but de l'étanchéité, c'était de rendre le bâtiment étanche. Donc on connaissait un bon étancheur à la durée de vie de son étanchéité sur un toit et à l'absence de fuite. Ok, s'il n'y a pas de sinistre, on peut considérer que c'était un bon chantier. Alors c'est toujours le cas, un bon étancheur, il n'y aura pas de sinistre. Par contre, on y a ajouté d'abord une première problématique qui a été la problématique d'isolation. Parce que ça s'est développé au fil des ans, mais moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans, on mettait 6-8 cm d'isolant sur les grosses toitures. Aujourd'hui, on arrive sur des toitures avec 24-30 cm d'isolant des fois. Pour aller sur des réglementations thermiques bien spécifiques. Donc, on a eu la RT 2012. Là, on va arriver en RT 2020 qui impacte d'autres choses. La fameuse RE 2020. RE 2020 qui va intégrer les bilans carbone des bâtiments, etc. Donc, c'est encore une gamme supplémentaire. Mais tout ça, ça valorise notre métier quelque part parce que plus le temps passe et plus on devient technique. Donc c'est très intéressant. Et il y a une troisième dynamique qui s'est formée sur notre métier, c'est ce qu'on a appelé, on entend souvent parler de la 5e façade.
D'accord, ok. Donc le toit serait la 5e façade justement d'un bâtiment. Exactement. Donc on a nos 4 façades habituelles, plus cette 5e façade qui serait la toiture, sur laquelle on pourrait l'utiliser, alors soit pour faire de l'accessibilité, donc les toitures, les balcons, les terrasses avec des dalles sur plot, des lames bois, des protections comme celle-ci sur lesquelles on peut accéder, que ce soit en privé. Je sais pas, vous allez acheter un appartement demain, vous sortez, vous avez votre balcon, une terrasse étanchée avec des dalles, des lames. Voire en public, je pense beaucoup à des bureaux notamment, où on fait beaucoup de rooftop avec des aménagements, que ce soit des lames, de la végétalisation, des accessibilités sur des parcs de jeux. On peut avoir, on fait des terrains de sport sur les toits maintenant, on fait plein de choses. En gros, l'étanchéité aujourd'hui, c'est vraiment dans tout type de chantier, il y a de l'étanchéité. Voilà. Et elle est vraiment du sol jusqu'au toit. Il y a des notions d'étanchéité en fait qui interviennent. Exactement. D'accord. Donc après, effectivement, quand je parlais du sol, on va aller par exemple sur des parkings, on peut avoir soit des parois enterrées, ce qu'on appelle la paroi enterrée, c'est le traitement extérieur de la paroi du parking, qui va empêcher l'eau de la terre environnante de rentrer à travers les parois et de rentrer dans le parking. Ça se fait assez peu maintenant. La majorité du temps, on travaille sur ce qu'on appelle des cuvelages. Alors nous, on n'en fait pas, mais c'est des entreprises spécialisées là-dedans qui vont intégrer une étanchéité dans le béton par l'intérieur. D'accord, ok. Ça, nous, on ne fait pas. Il y a d'autres boîtes. C'est un autre domaine d'activité. Il y a certains étancheurs qui le font, mais c'est plutôt rare. Il y a vraiment des spécialistes là-dedans. Souvent, des spécialistes, d'accord. Voilà. Après, il y a l'étanchéité de façade, tout bêtement. Quand on fait un enduit, on étanche la paroi. D'accord. Quand on fait un bardage, on étanche la paroi aussi. D'accord. Donc c'est aussi une forme d'étanchéité. Et puis effectivement, les étanchéités intérieures, je sais pas, quand vous mettez un joint silicone sur votre salle de bain, vous êtes sur de l'étanchéité. Effectivement, l'étanchéité, c'est très vaste. Et quand on parle d'un étancheur, on va plutôt parler de quelqu'un qui travaille sur les toitures terrasses et qui va traiter effectivement le toit du bâtiment. Ok. Et alors, quelles sont les méthodes les plus utilisées justement pour étancher donc des toitures plates? Alors, on va dire qu'il y a 3 grandes familles qui se retrouvent. Celle qui est la plus utilisée aujourd'hui, c'est les étanchéités à base de bitume. D'accord. Ces fameux rouleaux noirs qu'on voit dérouler avec un chalumeau. C'est ça. Donc, collés au chalumeau, dans la grande majorité des cas, on commence à voir quelques rouleaux de bitume qui peuvent être collés à l'air chaud, mais sans flamme. Donc, dans des cadres un peu spécifiques, quand vous travaillez sur du bois ou des choses comme ça, mais ça reste très rare et il y a peu de fabricants à le faire. D'accord. La grande majorité, c'est du bitume. Donc là, je ne vais pas dire de bêtises sur les chiffres, mais je pense qu'il y a à peu près 70% de ce qui est réalisé en France qui est réalisé avec du bitume. Qui serait ce qu'on appelle traditionnellement avec du bitume. Traditionnel, qu'on va appeler traditionnel, hein, c'est l'étanchéité bitume. Je ne vais pas m'avancer sur des dates parce que... Non, voilà, mais il y a... En tout cas, c'est ce qui représente le plus gros volume, en tout cas aujourd'hui en France, en tout cas, c'est cette méthode qui est la plus employée. Exactement. Alors, ce qui a changé un peu dans le bitume, c'est les liants intérieurs. Parce qu'effectivement, quand vous prenez du bitume, si vous le collez par terre, il va couler. Donc pour que ça se tienne en rouleau, il y a des liants. D'accord. Les liants avant étaient faits avec, il y avait des liants avec du bitume oxydé, on appelait ça. Et aujourd'hui, on a intégré des bitumes SBS. Donc c'est un liant SBS, alors un peu technique, mais en gros c'est des liants plus chimiques que pouvait l'être avant le bitume oxydé, qui permettent des rouleaux plus fins, plus légers, mais avec des meilleurs rendus, etc. D'accord, ça marche. Donc ça, c'est la première grosse famille qui est vraiment une grosse part de marché. Après, vous avez une deuxième famille qui est la membrane, ce qu'on va appeler membrane PVC. Ok. PVC, alors je pense qu'on peut intégrer tout ce qui va être membrane EPDM là-dedans, qui sont aussi des membranes un peu comme ça, qui sont pas du tout à base de bitume. Qui sont plutôt à base d'autres matières, donc le PVC pour la grande majorité. Plutôt plastique, on peut dire ça comme plastique, ça. D'accord. Exactement. Sans avoir la formule exacte, on parle plus de plastique. Alors là, les manières de procéder sont un peu différentes. On n'est pas soudé à la flamme, on est soudé à l'air chaud. D'accord. Avec ce qu'on appelle des lesters, en fait, c'est des espèces de petits boîtiers qui soufflent de l'air chaud, qui font fondre la couche inférieure du PVC et qui viennent permettre de les recoller. On peut y aller aussi avec des colles spécifiques. Des colles chimiques qui font travailler la membrane et qui permettent de coller les laits. Ok, c'est une forme de vulcanisation, c'est ça. Ouais. Alors moi, je maîtrise moins ces techniques-là parce qu'on fait très très peu de membrane. C'est un traitement chimique, enfin c'est vraiment. C'est plutôt. Il y a une colle qui va faire réagir chimiquement le PVC, d'accord. Ça, on en fait un petit peu chez SEV, mais c'est plutôt des chantiers un peu particuliers et c'est assez rare chez nous. Et après, il y a une troisième activité. Donc ça doit représenter, si on dit que le bitume représente 70, ça représente à peu près 20% de ce qui se fait en France. Et après, il y a une dernière grosse catégorie qui représente un peu moins de 10%, c'est tout ce qui est étanchéité liquide. D'accord. Donc là, c'est tout ce qui va être à base de résine, soit polyuréthane, soit des polymères qui sont mélangés et qui permettent de réaliser d'autres
typologies de toiture. Les résines polyuréthane ou PMMA, qu'on peut appeler en multicomposants, sont plutôt utilisées sur des balcons. D'accord. Souvent avec plein de formes voilà, qui peuvent être un peu contraignantes. C'est pareil, vous avez vraiment des spécialistes dans ces métiers-là. Il y a certaines entreprises qui font que ça. Nous, c'est pas notre cas, mais on en fait pas mal. C'est peut-être 20% de notre activité d'étanchéité sur l'étanchéité liquide. C'est un autre métier, c'est assez plaisant pour les gars parce que ça change du métier du bitume. Du rouleau. C'est pas tout à fait les mêmes pratiques, ça se fait pas forcément aux mêmes périodes, dans les mêmes conditions. Ça nécessite un peu plus de protection parce que il y a forcément des produits un peu chimiques dedans et du coup on a des équipes qui sont équipées avec des masques spécifiques, etc., des gants, des lunettes. Voilà. C'est d'autres contraintes, d'autres méthodes et d'autres contraintes. Mais par contre, c'est un autre rendu. On peut par exemple avoir une toiture accessible avec une étanchéité liquide en finition. D'accord. Ce qui est pas possible avec du bitume, parce que le bitume, il doit forcément être protégé. D'accord, ok. Donc, majoritairement, voilà, vous allez le trouver sur des balcons, des coursives, des choses comme ça. Alors du coup, donc il y a 3 grandes familles dans le monde de l'étanchéité. Aujourd'hui, on voit que c'est un métier qui évolue, des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques, chimiquement et aussi dans les fameuses techniques de résine et autres. Donc il y a tout un savoir-faire qui est drainé comme ça avec depuis on va dire au moins une quarantaine d'années. Mais demain, comment toi tu imagines le monde de l'étanchéité, alors surtout dans ta partie à toi, que tu maîtrises le mieux, mais de manière générale l'étanchéité de demain? Alors pour moi, la RE 2020 qui arrive là en ce moment, c'est vraiment une révolution parce que on va intégrer effectivement tout le calcul carbone de la construction du bâtiment dans nos métiers. Okay. Et même à ton échelle. C'est-à-dire que même l'étanchéité fera partie aussi en fait, ce qu'il faut comprendre avec la RE 2020, ce qui est un peu problématique d'ailleurs, c'est que chaque élément de la construction rentre en ligne de compte. D'accord. Alors à un poids. Voilà, qui va être, qui va s'additionner. En gros, c'est pour faire simple, on va prendre tout le poids de la construction, que ce soit les matériaux, les moyens de transport, les compagnons, les déplacements, etc. On va tout intégrer. On va faire un calcul et on va vérifier si à la fin on est dans les seuils admissibles ou pas. D'accord. Si on n'y est pas, alors c'est pas tellement nous qui allons le faire, c'est les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, etc. Là, il y aura des choix à faire. Alors ça peut être des choix de produits, par exemple. On pourra nous dire, bah non, tel produit on peut pas le faire venir parce qu'il vient d'un autre pays. D'accord. Et il ferait dépasser le plafond. D'accord, admissible. Remplacez-le par le même produit français. D'accord. À la limite, c'est plutôt une bonne chose parce que ça va permettre peut-être de faciliter la réintroduction de la production française, voilà. L'autre qui peut être embêtant par contre, c'est pour nous par exemple, la majorité de nos métiers, c'est étanchéité sur béton, la grande partie de notre métier. Et ce qui peut être très embêtant, c'est que le béton, c'est pas bon aujourd'hui dans le calcul carbone. C'est un produit qui est très bon, qui a un très bon bilan. Et le bitume a le même problème. On est quand même sur du goudron, c'est pas des produits qui sont très bons pour l'environnement et en plus c'est des matières non renouvelables. Donc à un moment donné, c'est pas les produits les plus mis en avant par cette nouvelle loi Donc aujourd'hui, ce qu'on risque de voir arriver, c'est des gens qui vont dire bon bah écoutez, dans ce cas-là, on s'embête pas avec le béton et le bitume, on fait une charpente bois et dessus on va mettre de la tuile. Le bois, il est négatif dans le bilan carbone, il est négatif, donc du coup il apporte un plus dans le bilan. Et la tuile, c'est entièrement recyclable, donc il n'y a aucun problème. C'est pareil, c'est plutôt très bon. Donc ça va être à nos industriels qui ont travaillé régulièrement et à nous, entreprises, de remettre en avant notre métier, de le valoriser, d'intégrer par exemple les végétalisations de toiture qui sont des très bons... Et qui permettent de rabaisser encore le niveau... Qui permettent de rabaisser, qui permettent de refaire des îlots de fraîcheur en ville. Ça, c'est vraiment un gros plus de la végétalisation. Ça permet de ramener un écosystème aussi, de ramener des abeilles, etc. sur les toits et dans les villes. En pleine ville. Donc ça, c'est plutôt très très bon. On a aussi des systèmes comme les membranes réflectives qui permettent au lieu d'emmagasiner la chaleur dans les bâtiments parce que les membranes sont noires et qu'elles absorbent la lumière, avec la membrane réflective, on renvoie la lumière du soleil. Du coup, on n'emmagasine pas de chaleur et on diminue le besoin en ventilation l'été dans les bâtiments. D'accord. Donc ça, c'est plutôt des plus aussi. Tout ça, c'est des plus qu'on va pouvoir mettre en avant via la RE 2020 et qui vont mettre en avant aussi les entreprises de qualité qui connaissent leur métier, qui maîtrisent les nouvelles techniques, à l'inverse d'entreprises qui sont un peu... ce qui dévalorise un peu notre métier, dans le sens où le métier d'étancheur, c'était un peu les barbouilleurs des toits. D'accord. On va dire que tant que ça ne fuit pas, personne ne se pose la question. Donc ça marche bien sur des toits qui n'ont aucune importance, qui sont du coup pas forcément vérifiés, etc. Vu qu'aujourd'hui, la toiture va devenir
pour moi vraiment une mise en avant du bâtiment et un plus dans le bâtiment. Il va falloir des entreprises compétentes, techniques, qui maîtrisent le sujet. On pourra plus se permettre de négliger cette 5e façade, comme on... Exactement. Et donc, je pense que pour SEV, c'est là-dessus qu'on a tout misé. On a intégré beaucoup de compagnons en interne. On sous-traite très peu. Une grosse part de propre. Nos gars sont formés. Ils connaissent le métier. Ils voient tout le temps les nouvelles techniques parce que dès qu'on a une nouvelle technique qui s'intègre, on va avoir un fournisseur, un industriel. On fait des formations. Pour mettre ça en avant, en fait. Pour mettre ça en avant. Et aujourd'hui, je pense que des entreprises comme la mienne qui vont vers ces techniques-là seront valorisées dans l'avenir, à l'inverse d'entreprises qui vont pas prendre ce cap-là et où là, par contre, il risque d'y avoir de la casse dans le métier parce qu'elles pourront plus faire leur business comme elles le faisaient. Parce que les règles vont changer et il va falloir qu'elles prennent le virage ou sinon elles risquent d'être un peu larguées avec cette nouvelle loi. C'est ça, elles pourront plus juste faire le petit travail de détancheur, refaire un relevé, etc. Il y a tellement de techniques autour qui va rentrer en ligne de compte que bon, voilà, par la force des choses, elles vont être obligées d'évoluer un peu vers... Et on voit que ça change aujourd'hui. Il y a un super festival qui est fait à Rotterdam, c'est les Rooftop Days. C'est parti de Rotterdam, on s'est mis à... En fait, il y a une personne qui s'est dit, tiens, pourquoi ne pas utiliser les toitures ? Donc, il a monté un festival complet où il permet au public général, enfin de n'importe qui, de venir... À tout public tout public de venir visiter les terrasses. D'accord, donc le voir la ville d'en haut. C'est ça. Donc les gens montent sur les toits. Alors au début, c'était un peu, ça a commencé petit à petit. Il avait fait un toit sur lequel il avait mis une exposition de sculptures. Voilà, les gens sont venus pour voir les sculptures, mais sur le toit. Elles ont accédé au toit, elles se sont rendues compte que finalement, il y avait quand même une belle surface avec des choses à faire, des choses à voir, etc. Ça, c'était la première année. Après, il y en a eu 2, 3. Et aujourd'hui, c'est des centaines de milliers d'euros de budget tous les ans. D'accord. Là, la dernière année, je trouve qu'ils ont mis des échafaudages entre des rooftops de Rotterdam. D'accord, qui permet d'aller de bâtiment en bâtiment. Ils ont monté un escalier géant en échafaudage pour monter sur le premier toit. Et après, on se balade comme ça. Du coup, on se retrouve avec 2 villes, en fait. Il y a vraiment la ville du bas et la ville du haut. Et on se rend compte qu'il y a de l'espace exploitable sur les toits. C'est ça. Et le but, c'est vraiment de remontrer aux gens que quelque part on a une ville qui est très fermée aujourd'hui, dans des villes comme Paris où les bâtiments sont immenses, sont pareil tout petits en bas et tout est sombre, il n'y a pas beaucoup de luminosité, etc. Et là vous vous retrouvez dans la même ville mais sur le même endroit. Et là finalement tout est ouvert, on est dans le ciel, enfin voilà, on est en hauteur, on a de la visibilité, on voit les toits de Paris. Genre pour nous étancheurs qui sommes tout le temps sur les toits. Paris, c'est magnifique, vu d'en haut. On a la vue de la Tour Eiffel, enfin voilà, on a tous les grands monuments. En plus, la skyline de Paris permet que ce soit complètement dégagé. C'est ça, c'est juste vous avez une vue en général assez à 360 degrés en région parisienne. Exactement. De la région parisienne. Et c'est vrai que quand on est là-haut, c'est extraordinaire. Et pouvoir permettre de montrer ça aux gens, moi je trouve personnellement que c'est assez exceptionnel. Donc là, ils l'ont fait à Rotterdam. Ils l'ont fait l'année dernière à Marseille, c'était le premier. D'accord. Vivement Paris, donc ça arrive vite. D'accord, bah justement, la transition est bonne parce que du coup, je voulais vraiment, comme tu sais, cette chaîne, elle est vraiment aussi dédiée aux jeunes qui se cherchent dans le monde du BTP ou autre, et notamment voilà dans le monde de l'étanchéité. Quelles sont un peu tes problématiques de tous les jours face à ce qu'on entend tous les jours, c'est-à-dire le recrutement, que c'est compliqué, qu'il y a personne qui veut faire du travail manuel difficile, parce que l'étancheur c'est quand même à genoux par tout temps, donc il y a des contraintes de pénibilité comme on dit. Mais comment tu fais toi face à ça justement, et qu'est-ce que tu dirais à un jeune demain qui veut se lancer dans le bâtiment peut-être, ou de manière générale qui se cherche? Eh ben, 2 possibilités, enfin 3 possibilités. La première, il vient frapper dans une boîte d'étanchéité. Quasiment toutes les boîtes d'étanchéité de France cherchent du personnel. D'accord. C'est un secteur qui recrute aujourd'hui. On recrute énormément. Moi, je suis partie de la chambre syndicale de l'étanchéité. On met en avant des clips de recrutement. On a même pris un YouTuber qui a monté une vidéo spécifique sur l'étanchéité pour essayer de montrer notre métier et le mettre en avant. La Fédération française du bâtiment aussi travaille là-dessus. D'accord. Donc on est vraiment un métier en très forte tension, qui a une vraie volonté de recruter. On a une vraie volonté de former. Moi aujourd'hui, la majorité de mes collaborateurs sont rentrés dans l'entreprise et ont été formés au métier dans l'entreprise. D'accord. Sur le chantier aujourd'hui. Donc un jeune ne doit pas avoir peur, même non qualifié. Aujourd'hui, le secteur recrute. Il pousse beaucoup justement pour recruter et pour former. C'est ça. Du coup, la personne qui a envie, elle a vraiment tout un panel devant elle de. Après, donc soit en passant directement par l'entreprise,
soit en allant frapper dans les écoles. Il y a des CFA qui proposent. Il existe des CFA de l'étanchéité. Ouais. Parce que j'entends des mondes. Il y a par exemple, moi, j'avais interviewé donc Alban qui était de la démolition, et il me disait justement qu'il n'y avait pas d'école de la démolition. Si, alors nous, on a la chance d'avoir plusieurs partenariats via la chambre syndicale notamment. Et on a par exemple sur Paris le CFM BTP à Trappes, avec qui on travaille pour soit le BEP étancheur, soit le CAP étancheur. D'accord. Donc là, effectivement, on peut, ou les deux d'ailleurs, et effectivement, ça permet d'aller former des jeunes. Nous, on en a plusieurs. On a des contrats de professionnalisation aussi via le CFM BTP de Trappes. Il y a une école, on parle de start-up qui s'est créée, qui s'appelle l'école Gustave. L'école Gustave, tout à fait. D'ailleurs, petit message, j'avais essayé de les rencontrer, donc si vous êtes intéressé, moi j'aimerais bien vous rencontrer. Je connais la directrice de l'école, donc on pourra en reparler. J'ai vu que vous avez ouvert une agence à Lille, justement. Ouais, mais je connais bien Marie-Blaise. D'accord, ok. On l'appellera si tu veux. Je savais pas que tu voulais la rencontrer. Et donc, en fait, Marie-Blaise, qui a créé cette école-là, qui a co-créé cette école, l'a créée plutôt pour les plombiers électriciens, au départ. Donc, plombier, je crois, surtout. Après, électricien. Et en fait, il y a quelques... À forte pression, justement, de manque de personnel. Parce qu'il manquait du personnel. Et il y a un an, la chambre syndicale l'a approché. Et on a monté, en fait, la première formation contrat de professionnalisation étancheur via l'école Gustave. D'accord. Et donc, c'est un partenariat chambre syndicale de l'étanchéité, école Gustave et CFM BTP de Trappes. Et donc, SEV, d'ailleurs, a un des collaborateurs. On en a pris 5 en stage pendant leur formation, parce qu'en fait, l'école Gustave forme pendant 2 mois en intensif. D'accord. Et ensuite, ils proposent aux personnes qu'ils ont formées de passer en entreprise en BEP. Ou en contrat de professionnalisation. D'accord, ok. Et donc nous, on a une personne là qui est en contrat de professionnalisation. Donc ça veut dire quoi? Donc, il y a le CFA, des écoles un peu privées, mais toujours en relation avec la fédération. Souvent en relation avec la fédération. Après, dans des métiers un peu plus techniques, on a les formations internes sur des métiers de dessinateur, par exemple, pour aller sur AutoCAD ou des choses comme ça. Alors justement, c'est une bonne transition. Quels sont un peu tous les métiers dont tu as besoin, pas forcément SEV, mais je veux dire, pour faire un métier d'étancheur, il faut un étancheur forcément, il faut les gars Il faut un étancheur, voilà. Ça c'est la base. Ça commence par là. Je pense qu'il faut effectivement. Alors on parlait des conducteurs de travaux, le conducteur de travaux c'est un peu... on va pas dire qu'il faut forcément un chef d'entreprise, il faut un conducteur de travaux parce qu'un conducteur de travaux c'est quelque part le chef d'entreprise du chantier. D'accord. C'est le chef d'orchestre. Il va s'assurer que les compagnons, ça fonctionne, que les relations clients fonctionnent, le commerce fonctionne. Après, on a des dessinateurs qui, eux, vont plutôt aller travailler sur la partie technique, préparer les plans, monter les dossiers, faire de la synthèse avec les clients, s'assurer que... Aujourd'hui, on l'a dit, le métier de l'étanchéité, c'est un métier qui est extrêmement technique, de plus en plus avec des matériaux qui sont extrêmement vastes en termes de gamme, des assemblages entre les menuiseries aluminium, les étanchéités, le béton, le bois, l'acier, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc tout ça, pour bien que ça fonctionne ensemble, avec les problématiques de matériaux, quand on assemble du bois et du béton, il y a des problématiques de dilatation, de choses comme ça qui risquent d'abîmer l'étanchéité. Donc tout ça, c'est vachement important de le travailler en amont, de le préparer. Donc on a des dessinateurs qui sont internes ou externes d'ailleurs, on peut sous-traiter aussi une partie de ça. On va avoir des maîtreurs, par exemple. Donc, alors soit vous avez des commerciaux qui vont faire et leur devis et leur commerce, des chargés d'affaires, par exemple, qui vont faire un peu tout. Soit on a les maîtreurs purs, donc eux, ils prennent les plans, ils font des maîtrés. On a les deviseurs qui vont à l'inverse du maîtreur prendre le maîtré et faire le devis, monter le devis, etc. Pour chiffrer justement tout ce qui avait pu être mesuré. C'est ça. Alors souvent, c'est la même personne. Moi, j'aime bien que ce soit la même personne parce que c'est ce qui me semble le plus logique. Mais il y a des... Mais c'est pas obligatoire. Voilà, c'est pas obligatoire. Okay. On peut avoir 2 métiers. Puis après, on a tous les métiers administratifs, des comptables, des assistants techniques, assistants ou assistantes techniques d'ailleurs. Voilà, on va avoir des ressources humaines, tout ce qui va, tout l'écosystème habituel d'une entreprise, on va l'avoir. On va avoir de l'extérieur aussi, des experts comptables avec qui on va travailler. Je sais pas, moi, des coachs. Une partie de logistique. Voilà, c'est vraiment une entreprise du bâtiment. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est équivalente à n'importe quelle entreprise de France, qui a cette particularité en plus d'avoir les compagnons. Les compagnons, c'est un peu ce qui diffère le métier du bâtiment d'un métier de l'informatique ou autre, parce que
dans l'informatique, vous vendez du service, par exemple, alors que nous, on vend un service et une prestation technique derrière, avec une transformation de nos métiers, enfin de nos matériaux, et ça, c'est un peu la différence. Mais sinon, on va retrouver à peu près les métiers, tous les métiers qui encadrent les entreprises habituelles dans le milieu du bâtiment. Plus les quelques métiers annexes, spécifiques, le conducteur de travaux, le dessinateur, le maîtreur, les aides conducteurs de travaux, voilà. Du coup, merci Aurélien d'avoir participé à la vidéo. J'étais vraiment très content de te recevoir. On se connaît un peu personnellement, donc forcément, c'est d'autant plus pour moi touchant de t'avoir. J'espère que ce sera pas la dernière fois. Mais en tout cas, merci encore. Et alors du coup, les compagnons, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit message. Ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, voilà, vous avez compris, dans le monde du bâtiment et donc de l'étanchéité, ça recrute fortement. Il y a beaucoup de solutions. On sort de l'école ou directement, si on a un petit peu de culot, un peu d'audace, on vient directement toquer aux portes. Je pense que c'est un secteur où il y a vraiment tout à faire et vraiment créer une carrière est tout à fait possible dans le monde de l'étanchéité. Je vous dis à bientôt.